Comme vous l'avez compris, j'ai la lourde tâche de terminer cet après-midi en 10 minutes ou 14 minutes. Je vais essayer de faire au mieux, donc d'accélérer un petit peu. Donc, je vais vous présenter un petit peu quelques exemples de ce que fait l'IFTH, enfin déjà ce qu'est l'IFTH, puisque je pense qu'une partie d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Et ensuite de vous présenter un petit peu une série de travaux, c'est non exhaustif, mais c'est une série de sujets sur lesquels on travaille qui ont un lien avec le durable et le numérique. Donc tout d'abord, l'IFTH, assez rapidement. Donc l'IFTH, c'est l'Institut français du textile et de l'habillement. C'est un des centres techniques, donc il y en a 16 en France, hein, sur divers domaines d'activité, qui a été créé par la loi et qui reste une mission d'intérêt général, avec deux vocations principales. La première, c'est d'apporter des réponses techniques, puisqu'on est un centre technique, à l'ensemble des entreprises et des filières de l'écosystème. On parlait tout à l'heure des textiles Saint-Gobain ou d'autres. Il y a les filières, ce sont les entreprises de la filière textile. Mais on travaille beaucoup pour des entreprises qui, a priori, ne travaillent pas dans le textile. Si je cite des Michelin, des L'Oréal, il y a des sujets textiles dans ces entreprises-là et on travaille aussi pour ces entreprises. Et ensuite, on nourrit l'écosystème pour les aider, notamment tout ce qui est relocalisation, développement durable, beaucoup de formation. Aujourd'hui, en fait, l'intérêt à l'IFTH, c'est qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne. Donc, on part des matières premières, les fibres et fils, les fabrications, l'anoblissement. Ensuite, on se sépare en deux, c'est un peu artificiel, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, entre le chemin des textiles qu'on va appeler technique et le chemin des textiles pour l'habillement, il y a effectivement des compétences qui ne sont pas forcément pile les mêmes. Et ensuite, on a tout un travail sur la partie réemploi et fin de vie. On ne travaille pas sur la partie tri, à proprement parler, sur les outils de tri. On travaille sur les caractérisations matières et la réutilisation des matières, mais pas sur les technologies de tri. Il y a des gens comme le CETIA qui font ça très bien. Aujourd'hui, l'IFTH, c'est 145 personnes, dont 110 ingénieurs et techniciens. On est répartis sur l'ensemble du territoire, avec notamment des sites sur les bassins historiques du textile en France. Donc le plus gros site est à côté, en banlieue lyonnaise, à Écully, où on a à peu près 80 personnes. Ensuite, on a des sites dans le nord de la France. Donc c'est plutôt tout ce qui va être la filature, le tissage et le non-tissé. Troyes, c'est la maille, évidemment. Mulhouse, c'est plutôt l'ennoblissement, tout ce qui va toucher à l'ennoblissement. Saint-Priest-en-Jarret, c'est tous nos tests et nos certifications pour les vêtements de contention, donc les bas de contention, les collants de contention, et nos laboratoires de microbiologie. Et on a une petite unité, alors quand je dis petite unité, c'est 2 personnes, à Albi, qui sont intégrées dans un laboratoire des mines d'Albi, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. On abrite également le bureau de normalisation sectorielle, donc le bureau de normalisation du textile, sur une délégation de l'AFNOR. Donc on a 3 grands pôles d'expertise au sein de l'IFTH. Je vais passer rapidement. Le premier pôle qui va concerner tout ce qui est test et essai, certification, qualité, donc avec différents labels. On a évidemment des laboratoires COFRAC. On a ensuite toute une activité autour de la normalisation. Donc je vais vous l'expliquer puisqu'on abrite le bureau de normalisation et tout ce qui est formation. Donc on est agréé Calliope pour toute une partie de nos formations. Et le dernier point dont je m'occupe moi plus spécifiquement, c'est toute la partie recherche et innovation. Donc à la fois recherche et innovation dans le cadre de projets qu'on va appeler collaboratifs, donc multipartenaires, souvent cofinancés par des organismes, la BPI, l'ADEME, etc. Dans ce cadre-là, on fait partie en fait de 3 pôles de compétitivité, Polyméris, Euramatérials et Tectera. On fait partie des instituts Carnot via le Carnot MICA et on est en collaboration très forte avec les mines d'Albi, puisqu'on a une partie de l'équipe qui est hébergée là-bas. Donc on fait soit des prestations collectives, soit des prestations privées, qu'on appelle privées, pour des entreprises qui ont des problématiques très spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ne vous inquiétez pas, on a toute une série de plateformes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui concernent l'ensemble de la chaîne du textile. Donc on travaille sur les matières et les fibres, les procédés textiles, évidemment l'ensemble des procédés, la fonctionnalisation de surface, avec tout ce qui va être imprégnation, impression, et également des technologies plasma. On travaille sur les matériaux composites, notamment avec Albi, je l'ai précisé. On a un laboratoire d'analyse sensorielle, qui est quelque chose qui est relativement intéressant, et on en parlera tout à l'heure dans le cadre de l'évaluation de la durabilité. Et un espace de prototypage numérique, le Lab à Paris. Donc c'est un sujet qui a été un petit peu abordé par Pascal ce matin sur ces prototypages numériques. Donc la durabilité, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ce n'est pas un seul point. Donc c'est effectivement travailler autour des matières, autour de l'éco-conception, de la production responsable et de la décarbonation, de la durabilité à l'usage. On en parlera tout à l'heure, mais nous on va parler beaucoup de durabilité physique, la durabilité dite émotionnelle ou extrinsèque. Ça a été abordé ce matin, c'est un sujet sur lequel on réfléchit, mais qui est extrêmement complexe. La traçabilité, ça a été réabordé ce matin.
et tout ce qui tourne autour du recyclage et de la recyclabilité. Donc là, l'idée, c'est de vous donner quelques exemples assez rapides de divers sujets sur lesquels on travaille autour du numérique et du digital. Vous le verrez, la quasi-totalité de ces sujets sont en collaboration. On n'a pas forcément de compétences en interne sur le digital et le numérique. Notre objectif, c'est de travailler avec des acteurs qui ont ces compétences-là. Donc le premier sujet, qui est un sujet qui s'appelle SafeChrome, donc qui est un sujet... les couleurs sont assez sombres. Donc un sujet qu'on travaille avec les mines d'Albi et UNSAT, donc l'agence de transfert technologique à Toulouse, qui est un sujet autour de matériaux qui changent, ça a été évoqué aussi, ces matériaux qui changent de couleur sous un effet mécanique. Pourquoi on relie ça à la durabilité? Parce qu'aujourd'hui, c'est typiquement le genre de fonctionnalité qui va nous permettre d'optimiser la durée de vie de certains matériaux. Pour des raisons de sécurité, notamment dans certains équipements, si on prend le plus simple, c'est l'escalade. Pour des raisons de sécurité, les gens vont avoir tendance potentiellement, par exemple, à renouveler leur corde assez régulièrement, sans savoir effectivement l'état d'usage et l'état d'usure de leur matériel. Donc l'idée de développer des systèmes de ce type-là, c'est de pouvoir effectivement avoir une mesure de l'état de déformation mécanique des produits. L'autre intérêt, c'est qu'en fait, ces propriétés-là sont mesurables sous UV. C'est-à-dire que ce n'est pas visible à l'œil, donc les personnes ne stressent pas quand elles voient leur produit changer de couleur. Peut-être elles devraient de temps en temps, mais ça nous permet, dans certains cas, le trigger, enfin le déclenchement va avoir lieu à des déformations qui ne sont pas critiques pour l'usage, mais ça nous permet, nous, sous UV, de pouvoir mesurer ce genre de choses. Alors, où intervient le numérique, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on fait des mises en évidence grossières du phénomène. En gros, on mesure ça par fluorescence et des tests de traction basiques avec une caméra. L'idée derrière, c'est de pouvoir être un peu plus précis et de développer des outils digitaux de corrélation mécanique déformation, d'avoir une pixelisation beaucoup plus précise pour étudier un petit peu l'état des déformations dans le matériau. Donc aujourd'hui, ce projet fait l'objet d'une publication. On est vraiment dans une phase où on cherche nos marchés. On parlait tout à l'heure d'une innovation, c'est une idée qui rencontre son marché. Donc là, on a eu l'idée, on a des idées de marché, mais on est en train de faire des études pour essayer de voir effectivement dans quel domaine ça pourrait intervenir. Un autre point qu'on travaille un petit peu sur des matériaux qui ne sont pas forcément pour le textile. Donc on vient de rentrer dans un projet qui s'appelle Prolitronics, qui est un projet européen de mise en place d'un guichet d'innovation autour des polymères intelligents et des technologies numériques. Alors vous voyez, bon, c'est avec un certain nombre de partenaires à la fois académiques, industriels et technologiques. L'idée d'un EDI, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un guichet. Donc l'idée, c'est de regrouper toute une série de compétences au sein d'un guichet unique pour que les entreprises qui ont des besoins de développement autour de l'intelligence artificielle puissent s'adresser à ce guichet. Dans ce guichet, il y a des acteurs académiques qui vont pouvoir développer de nouveaux outils. Il y a des acteurs comme nous qui avons des outils de prototypage et qui allons pouvoir faire du test sur nos outils de prototypage avant que l'industriel puisse utiliser l'outil chez lui. Donc en fait, ce sujet, il est autour des matériaux polymères, les textiles en faisant partie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, donc aujourd'hui, on va supporter deux types d'innovations, les innovations produits et les innovations process. L'aspect durable interviendra en plus dans la partie innovation process. L'idée étant notamment, ça a été évoqué un petit peu ce matin, de pouvoir avoir beaucoup de capteurs autour des outils de production textile pour pouvoir ensuite mieux maîtriser et donc réduire souvent les consommations d'énergie. Bon, ça a été la grosse crise de l'année dernière. C'est toujours le cas, mais ça s'est un peu calmé sur l'énergie. Le gros sujet qui tombe dans le textile en ce moment, et pas que le textile, c'est l'eau. Parce que l'énergie, elle était chère, mais il y en avait. L'eau, elle peut être chère, mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et il y a beaucoup de régions en France, notamment en Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'ennoblisseurs en l'Est, où il y a eu des ruptures d'eau l'année dernière. Donc plus de possibilité de colorer les vêtements, notamment, entre autres. Ensuite, on a une plateforme sur Paris qui s'appelle le Lab, donc, qui est un laboratoire de ce qu'on appelle de prototypage rapide. Donc c'est une surface, en fait, sur Paris de 90 mètres carrés qui permet avec des experts, un peu comme ça a été présenté ce matin, de travailler à la fois sur la virtualisation du textile. Donc on a des outils de digitalisation avec des petits outils mécaniques qui nous permettent ensuite d'avoir les données suffisantes pour utiliser ces modèles dans les outils de modélisation 3D, donc typiquement comme Claude 3D qui est un des plus utilisés. Et ensuite faire sur place, donc on a toute une série d'outils de machines à coudre, de tables de découpe, pour pouvoir faire du prototypage sur place. L'intérêt, notamment pour les petits créateurs, c'est que ça évite énormément d'allers-retours dans les ateliers de modélisation et de confection. Donc ça peut diviser par 3 ou 4 le temps pour réaliser des modèles, avec toutes les économies liées au transport de matière, notamment. Désolé, je vais vite, mais c'est bon. Un autre projet, alors là qui est un très très gros projet,
et que pas mal d'entre vous connaissent. Certains d'entre vous y sont totalement impliqués. C'est un projet qui s'appelle Durabi. Donc on a évoqué ce matin les problématiques de durabilité. Donc là, c'est un projet qui est cofinancé par l'ADEME et Refashion, notamment en partenariat avec la Fédération de la Maille et le BNITH. C'est un projet qui vise en fait à essayer de cadrer un peu mieux l'évaluation de la durabilité physique des vêtements. Aujourd'hui, vous avez des tests de traction, des tests de déchirement, etc. Mais quand vous demandez est-ce que ce vêtement est durable, il n'y a pas une batterie de tests clairs à mettre en œuvre pour montrer que ce vêtement est durable. Et surtout, ces tests-là ne sont pas forcément corrélés au ressenti client et au retour client des entreprises. Donc ce qu'on essaie de faire dans ce projet-là, c'est de proposer une méthodologie unique et robuste qui permettra d'évaluer la durabilité physique des vêtements. C'est un point qui est très important aujourd'hui aussi pour l'éco-modulation, donc les marques connaissent bien ce sujet-là, pour pouvoir avoir des éléments positifs pour l'éco-modulation. C'est un sujet qui nous est très demandé par les marques françaises, notamment pour essayer de mettre en avant que les fast fashion ou certaines marques chinoises qui ont déjà été citées ce matin fabriquent des vêtements qui ne durent pas longtemps, d'un point de vue physique. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place une méthodologie claire par rapport à ça. Donc aujourd'hui, en fait, donc, il y a une équipe, une grosse... Alors, 10, vu comme ça ne paraît pas beaucoup, mais pour des projets chez nous, ça fait beaucoup de personnes impliquées. À l'IFTH, il y a des personnes en dehors qui sont impliquées. Il y a des gens du GMTech, City ou de SGS qui sont là et qui nous aident sur ce projet-là. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on a réussi à fédérer 80 marques autour de cette étude. C'est-à-dire c'est 80 marques qui vont nous fournir des vêtements pour pouvoir participer. Alors, il y a des marques plus ou moins haut de gamme, il y a des marques milieu de gamme, il y a quelques marques considérées, j'aime pas qu'on le dise, plutôt comme du bas de gamme. L'idée, c'est d'avoir vraiment une représentativité de l'ensemble des vêtements. On a plus de 400 références qui ont été reçues, 12 campagnes de tests égale 12 plans d'expérience, à chaque fois avec plus d'une dizaine ou vingtaine de tests. Un travail qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu des enquêtes consommateurs qui ont été faites. En plus, certains partenaires nous ont fourni eux-mêmes leurs enquêtes de retour produit. L'idée, c'est vraiment derrière de dire, voilà, aujourd'hui on fait tel test, tel test, tel test, ils donnent telle valeur, mais dans la vraie vie, quand les produits reviennent, est-ce que c'est lié à un usage du client? Donc là, ça, aujourd'hui, c'est des choses qui n'avaient pas été faites. Donc on essaie de mettre en place. Il y a une étude sensorielle élargie aussi. Le vêtement, l'usage, il y a des tests, mais il y a le côté, ça me gratte un peu plus parce qu'il a vieilli, ça se porte moins bien, ça tombe mal, etc. Donc là, on a beaucoup travaillé et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de données, énormément de données. L'idée derrière, on travaille avec des data analystes pour essayer de mieux comprendre et de mettre des modèles sur ces données-là. Donc aujourd'hui, je ne vais pas revenir dans le détail de la méthode, mais on voit qu'en fait, aujourd'hui, d'un point de vue analyse et modélisation, on a un gros sujet de mise en place des données, de quantification des données, d'automatisation et d'itération du traitement des données, pour ensuite pouvoir proposer ce qu'on va appeler des scoring, c'est-à-dire une note, votre produit, l'aura, la note 3, la note 4, la note 5. Mais pour faire cette note-là, pour avoir une note unique, quand on part d'une dizaine de tests, il faut effectivement pouvoir relier tout ça. 5 minutes. Oui, il faut que je rattrape le retard de mes collègues, c'est compliqué. Demain, donc l'idée c'est de pouvoir établir un modèle de durabilité, de pouvoir modéliser des règles d'éco-conception. Donc voilà, je veux faire un t-shirt, il faut qu'il ait... j'ai fait un t-shirt, il a telle mesure, si je veux changer un petit peu la taille, si je veux changer le type de couture, voilà comment je peux faire. Et l'idéal, alors là c'est un peu du rêve, c'est de pouvoir travailler sur des jumeaux numériques après vieillissement. C'est-à-dire vous avez votre vêtement et par modélisation, en fonction de l'usage, vous allez pouvoir voir à quoi va ressembler votre vêtement après 50, 100 lavages, ou alors 100 lavages c'est rare, mais après quelques dizaines de lavages maximum. Ça c'est un objectif, c'est pas pour cette année. Hein. Si on continue sur la partie habillement, donc là c'est un projet qu'on a avec l'Université technologique de Troyes. C'est un projet autour de ce qu'on appelle la mensuration. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent, la mensuration c'est ce qui fait que les campagnes de mensuration c'est ce qui va donner le nombre de personnes qui sont S, M, L, XL, etc. en fonction des endroits du corps. L'idée aujourd'hui c'est quand on lance une campagne de mensuration, donc la dernière grosse elle a eu en 2003-2004, c'est plus de 20 000 personnes qui sont mesurées. Et quand on dit mesurer, ce n'est pas le cou, le bras et les jambes. Hein. C'est facilement 20 à 30 points de mensuration par personne. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de données que ça fait. L'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer, avec l'intelligence artificielle, de modéliser l'évolution de la population et l'évolution des mensurations. C'est-à-dire de ne pas avoir à chaque fois, chaque 3, 4, 5, 10 ans, à refaire une campagne de mensuration. Donc aujourd'hui, le travail qui est fait, alors c'est juste un des travaux qui est fait avec l'UTT, mais le travail, c'est d'essayer de modéliser en fait comment les mensurations vont évoluer dans le temps. Donc là, on travaille avec d'autres personnes qui nous fournissent des données, parce que l'intelligence artificielle, les gens ont tendance à l'oublier, mais ça ne travaille pas tout seul, il faut lui donner des modèles pour apprendre. Donc c'est à nous de donner des données au fur et à mesure pour que notre modèle d'intelligence artificielle apprenne.
Donc ça, c'est un des gros travaux, c'est un énorme enjeu, et les marques présentes ici connaissent l'enjeu de ces problématiques de mensuration. Et puisqu'on parle de durabilité, le vrai enjeu, il est qu'aujourd'hui, beaucoup de vêtements sont retournés pour mauvaise taille. Les entreprises peuvent produire beaucoup de vêtements qui ne vont pas trouver preneur parce que pas adaptés à la morphologie de leur clientèle. Donc il y a un vrai sujet autour de la durabilité textile là-dessus. Si on continue, une thèse encore à l'Université technologique de Troyes, donc là c'est plutôt pour travailler sur l'optimisation de la production via des modèles mathématiques. Donc pour faire simple, aujourd'hui l'idée c'est d'essayer de travailler sur un système d'aide à la décision pour les entreprises en prenant en compte l'ensemble de leur chaîne logistique, des paramètres de leur chaîne logistique, de dire ben voilà, moi je suis une entreprise, demain je vais optimiser mon bilan carbone, comment je dois mettre en place ma chaîne logistique en termes de fournisseurs, en termes de trajets, en termes de sites de production, pour pouvoir optimiser soit mon impact CO2, soit ma consommation d'énergie, soit ma consommation d'eau. Donc ça, c'est une thèse qui va rentrer dans sa dernière année, sur laquelle, voilà, donc vous avez... Alors c'est simplifié par rapport à ce qui a été montré ce matin sur la thèse Petit Bateau, mais on reste sur du macro, on ne va pas dans un détail beaucoup plus bas. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir, avec l'ensemble de ces données-là, avoir un modèle qui va essayer de prédire, en fonction des besoins qu'on va avoir, l'évolution de notre chaîne logistique.